Tu as un rang à tenir. Ça, c'est le mantra qu'on m'assène toute mon enfance. Au début, la petite fille que je suis ne comprend rien. Mais, papa, ça veut dire quoi un rang à tenir? Oui, parce que vous pensez peut-être avoir devant vous Céline de Lamberterie ou de la Lamberterie. Pas tout à fait, non. En réalité, vous avez devant vous Céline de Lamberterie de la Chapelle-Montmoreau. Ça dépasse, ça rentre pas dans les cases. Puis alors, c'est bourré, mais bourré de traditions. Tiens, je vous donne un exemple. Une tradition chez les rededeux, enfin les aristos, quoi. C'est d'être militaire, avocat ou prêtre. Et donc, mon père m'imagine, à votre avis? Avocat. Prêtre. Non, juste ministre. Mais moi, je rêve de scène. Moi, je veux jouer, chanter, déclamer, rassembler. Mais j'ai un rang à tenir. Alors, bye bye les planches. Et bonjour, le parquet. Le droit, quoi, vous avez compris. Alors, je fais les études qui vont bien, je deviens juriste d'affaires européen, et puis manager. Mais voyez du genre qui lâche rien. En fait, je confonds tenir son rang avec perfectionnisme et contrôle. Et un soir, tard, parce qu'évidemment je reste tard, hein, je tombe sur un message, vous savez, par ce hasard qui n'existe pas, hein, message qui m'est pas destiné. Elle a un bon fond, mais parfois elle peut être exécrable. J'ai l'impression que mon cœur s'arrête quand je me rends compte que c'est de moi qu'on parle. Combien ici se sont déjà dit qu'en contrôlant davantage, ils aidaient leurs équipes? Vous êtes timide ou vous êtes parfait? Ah. Bah. Le problème, c'est qu'à force, on déresponsabilise l'autre et puis il ne s'en sent pas reconnu. C'est pas comme ça qu'un collectif prospère, youpla boum. Vous avez la rêve, prospère youpla boum? Ça va, on est entre vieux, on va passer une bonne soirée. Désolé les autres. Non, ce qui rend un collectif imbattable, c'est l'attitude juste, qui consiste à donner à chacun sa place, quel que soit le rang qu'on occupe au sein d'un collectif. Et il y a deux leviers qui rendent toute équipe imbattable. C'est la responsabilité et la gratitude. Alors on va voir ce que c'est, et puis concrètement, on va voir comment ça se programme. Parce que oui, l'imbattable attitude se programme de l'intérieur. Je reviens sur ce moment où j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Ce jour-là, je comprends que s'il y a une responsable dans cette affaire, c'est moi. Hein. Personne n'est venu me mettre un pistolet sur la tempe pour tenir mon rang et devenir cette manager stressée qui pressurise tout le monde. Mais non. Et le problème, c'est que à force de le tenir, ce rang, on finit par rancir. Oui, parce que c'est pas de notre faute, alors on se dédouane, hein. Puis alors, quand le cerveau commence à se persuader que c'est pas de notre faute, il va trouver toutes les preuves pour nous donner raison. Parce qu'il adore ça, avoir raison, le cerveau. Puis il est biaisé. Biaisé, oui. Tiens, on va faire une petite expérience comme ça. Vous allez d'abord regarder tout ce qu'il y a de rouge autour de vous. Peut-être, non, les rideaux sont pas rouges, les fauteuils, bref, juste en quelques secondes là. On voit pas grand-chose, mais... Bien. Maintenant, vous fermez les yeux, mais juste 2 secondes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de bleu? Voilà. C'est pas qu'il n'y a rien de bleu dans la salle. C'est simplement que votre cerveau n'était pas branché là-dessus à ce moment-là. En fait, notre cerveau filtre en permanence. Tiens, là, par exemple, vous êtes focalisé sur le discours absolument captivant de Céline de Lamberterie de machin chose du fermoir de mon sac. Ou pas. Ce mécanisme, les neurosciences l'appellent le SAR, le système d'activation réticulaire. C'est un filtre qu'on a dans le cerveau et qui sélectionne les informations en fonction de nos centres d'intérêt actuels, hein, vous cherchez du rouge, vous voyez du rouge, et en fonction de nos croyances.
Si je suis persuadée que tous mes collaborateurs sont complètement nuls, bah, devinez quoi? Je vais voir que ça. Mais qui est responsable du réglage? Bah, c'est nous. Dans la vie, on ne peut pas empêcher les événements extérieurs d'arriver. Vous auriez pu prévoir, vous, le confinement? Par contre, nous sommes 100% responsables de la manière dont on y réagit, de la réponse qu'on y donne. Responsable, responsible, capacité à donner une réponse. Et le jour où on reprend conscience de ça, eh bien on arrête de se poser en victime façon Calimero ou d'attendre que ce soit les autres qui changent ou que ça vienne d'en haut. On assume. Exemple. En 2018, au Royaume-Uni, KFC change de prestataire logistique et fait face à une pénurie de poulet. Je crois que tout le monde sait que le C de KFC, c'est chicken. Alors, il y a des clients qui sont absolument furax parce que les restaurants sont fermés. Ouais, il y a des addictions, moi personnellement, ça me dépasse. Et là, KFC gère la situation d'une manière remarquable. Quelques jours plus tard, dans les journaux britanniques, ils font une parution pleine page avec un seau, un bucket de nuggets vide et les lettres du logo réarrangées. Quelqu'un a besoin de Google Trad? Ils ne se cachent pas derrière un petit nuggets, Ils assument parfaitement l'absurdité de la situation. On est désolé, on a merdé, on travaille dessus. Le public rit, le public comprend, le public admire même cette réaction. Le résultat, quelques mois plus tard, la cote de popularité de KFC est passée de franchement neutre franchement négatif à neutre. Ils annoncent des investissements massifs au Royaume-Uni. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Vous avez certainement vécu vous aussi une situation fuck. C'était pas de votre fait, un collaborateur, un fournisseur, un client qui a franchement déconné. Vous avez peut-être une situation qui vient en tête là. Bon. Et maintenant, je vais vous poser la question qui pique. Et si vous étiez responsable? Un petit peu, ne serait-ce qu'à, allez, 1%. En quoi ça vous permettrait d'avancer plutôt que de ruminer? Faire ce switch-là, c'est-à-dire se poser systématiquement la question de « quelle est ma part ?», ça change tout. Parce que ça permet de passer du mode « je subis » au mode « je choisis ». Du mode « problème » au mode « solution ». Et ça permet de reprendre du pouvoir là où on se croyait impuissant. C'est ça qui rend un collectif imbattable. Et cette attitude, elle se décide ici, bien sûr, mais pas que. Il y a ça aussi. Et là, je vous rassure, je ne vais pas partir dans un truc bisounourceau, cucuit les petits oiseaux, pas du tout. Est-ce que vous saviez que le cœur, ce n'est pas qu'une pompe et qui contient des neurones? Ouais, près de 40 000 neurones qui fonctionnent de façon similaire au cerveau. Et puis quand on ressent une émotion, on émet un champ électromagnétique qui rayonne plusieurs mètres autour de nous. Il est donc capté par les autres et nous, eh bien, on capte le leur. Ça s'appelle la résonance émotionnelle. Et le champ électromagnétique du cœur humain se mesure. Et il est jusqu'à plusieurs centaines de fois plus fort que celui du cerveau. Plusieurs centaines de fois. Vous vous rendez compte? Le ratio, c'est un chihuahua, même obèse, versus un hippopotame. Autrement dit, nos émotions sont bien plus puissantes que nos pensées. C'est pas mystique, ce que je vous dis là, c'est physiologique. Et selon l'émotion qu'on ressent, eh bien, le champ électromagnétique diffère. C'est pour ça qu'un manager stressé arrive à contaminer toute une équipe en 2 coups de cuillère à peau. Et qu'au contraire, un leader en état de tranquillité, de sérénité, arrive à rassurer toute une assemblée. Nous avons donc une responsabilité et un pouvoir immense, immense à travers les émotions que nous dégageons. Nous impactons l'ambiance de travail, donc la façon de travailler, donc les résultats. Je vous avais bien dit, ce n'est pas du développement personnel, c'est du développement collectif. Et c'est du business.
On vient de voir ce que c'était se responsabiliser soi, à titre individuel et collectif. Maintenant, le deuxième volet de la responsabilité, c'est se responsabiliser l'autre. Un matin, le PDG d'un groupe industriel arrive dans son usine et trouve une collaboratrice en larmes. Elle lui explique que son petit garçon est malade et qu'elle a dû l'emmener chez le médecin et donc elle est en retard, elle va se faire sanctionner par le contremaître. Alors lui, il hallucine, il tombe du placard parce qu'il ne sait pas du tout que ce genre de situation, de sanction, se pratique dans sa boîte. Lui, il sait très bien que le management par le contrôle, ça étouffe les initiatives, ça stresse, et puis ça crée de la soumission. Alors qu'au contraire, le management par la confiance, ça envoie un message clair. Je te considère comme une personne capable. Alors ce monsieur, il décide de tout révolutionner dans sa boîte. Ce monsieur, c'était Jean-François Zobrist, le père de ce qu'on appelait avant l'entreprise libérée. On parle plutôt maintenant de management collaboratif. Alors il a fait plein d'émules derrière lui, et puis il y a plein de recherches, mais il n'y a pas besoin des recherches pour savoir que un collectif soudé, ça ne fonctionne pas à l'autorité. Ça carbure à la responsabilité partagée et au lien concret, ici. Autrement dit, la résonance émotionnelle. Et puis, il y a un autre ingrédient qui vient du cœur et qui lie, mais alors encore mieux qu'une mayonnaise maison. Quelqu'un a une idée de ce que c'est ? Je l'ai dit dans l'intro il y a 10 minutes. Vous dormez ou quoi ? Ou alors vous avez passé un bon week-end, vous êtes mis bien. La gratitude. Ah, merci. Il y en a une qui suit. La gratitude, voilà. 16h30, on est dans le camion qui ramène l'équipe de peintres en bâtiment du chantier au dépôt. Alors, le chantier s'est bien passé, alors on appelle le chef simplement pour le prévenir. Et voici sa réponse. Mais t'as fini, j'espère bien que t'as fini, t'es payé pour ça. Tu veux pas de médaille en plus, non ? On pourrait se dire, ça va, ils sont pas en sucre, les gars, non plus. Non, ça va pas, non. Parce que, dans le meilleur des cas, ils vont finir par s'en tenir au minimum syndical. Et puis dans le pire, c'est l'escalade des D. Des motivations, des engagements, des intéressements. Des motivations. Voilà, des motivations, des parts, des missions. Bref, on est dans la D. La gratitude, c'est tout l'inverse. Cette capacité à identifier et ressentir ce qui est déjà là et ce qui fonctionne bien. Cette capacité à se sentir rempli quand on reçoit, bien sûr, mais aussi quand on donne. C'est le moteur invisible du collectif. Alors concrètement, comment on fait pour instaurer un climat de gratitude ? Shackleton, c'est l'histoire d'un équipage qui reste pris dans la glace en Antarctique pendant près de 500 jours. Alors ils auraient pu mourir 1000 fois, mais ce qui les sauve, c'est le leadership d'Ernest Shackleton, le capitaine du bateau, et la cohésion d'équipe. Lui, il valorise toutes les contributions, même les plus rikiki. T'as fait la popote pour tout le monde, merci. T'as fait une garde de nuit, bravo. À un moment critique, où le bateau menace de couler, il faut jeter des choses par-dessus bord pour l'alléger. Alors quelqu'un propose de jeter le banjo. Je ne sais pas comment on tient un banjo. Pour Shackleton, c'est hors de question. Ce banjo, c'est l'antidote à la démoralisation. Un air de banjo et hop, ça chante, ça danse et ça rebooste le moral des troupes. Alors nous, dans nos boîtes, dans nos équipes, est-ce qu'on fait assez d'instants banjo ? Je ne parle pas des instants pipeau, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il faut avoir la ref. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont invité une conférencière de plus de 25 ans ? Ça passe ? Alors ces petits instants-là, c'est pas forcément grand-chose. Ça peut être une petite surprise sur le bureau, des chocolats, une corbeille de fruits, un repas parce qu'on a répondu à un appel d'offres, on a vécu une période compliquée. Tiens, Michel et Augustin, par exemple, c'était la boum
du vendredi. Michel Augustin, vous savez, les gâteaux, les biscuits, les yaourts. Eh bien, tous les vendredis, dégustation maison, quelques musiques, avec une seule intention. Célébrer la semaine. Point. Les petits instants font le grand collectif. Alors, évidemment, on ne va pas non plus se prosterner à genoux à chaque fois que quelqu'un envoie un email, hein. Mais ne sous-estimons jamais la puissance du merci. Bien sûr, pas le merci balancé machinalement, hein. Le merci sincère, le merci personnalisé, qui dit « Je vois qui tu es, je vois ce que tu fais pour la boîte, et ça compte ». La gratitude, c'est un état intérieur, mais lorsqu'on l'exprime, ça devient de la reconnaissance. Et une étude récente a montré que seulement un collaborateur sur 2 estime avoir suffisamment de reconnaissance. C'est pas beaucoup, un collaborateur sur 2. Hein. Vous imaginez si cette salle-là, c'est une équipe, la vôtre hein, peut-être, on la coupe en 2, ça veut dire que toute cette moitié-là estime, à tort ou à raison, hein, ne pas être suffisamment reconnue. La reconnaissance, la gratitude, ça amène un sentiment de sécurité psychologique. Ça rassure. Et en plus, ça fait baisser les hormones du stress. Et qu'est-ce qui rassure dans la certitude? C'est la régularité. Qu'est-ce qui est régulier et puissant? Ce sont les rituels. Shackleton, c'était le coup de banjo du samedi soir. Hein? Alors, voici quelques exemples de rituels qu'on peut mettre en place dans nos boîtes. Chez Salesforce, on a remplacé les réunions « Quel est le problème ?» par les réunions « Qui qu'on remercie ?» Vous voyez que c'est quand même vachement plus sympa de commencer la semaine autour d'un café, en partageant ce qui a bien fonctionné, qui a aidé qui et ce qu'on a envie de célébrer. Ça a l'air de rien, mais c'est un véritable fer à souder pour le collectif. Rendez la gratitude visible, partout. Ça peut être un mur des remerciements lors d'une soirée, lors d'un événement, des bulles, des merci ou des citations inspirantes disséminées un peu partout dans les locaux, ou encore une newsletter interne, mensuelle, qui regroupe les meilleurs témoignages. Tout ça, c'est des shoots de positif pour votre cerveau. Plus il en a, mieux il se sent. Alors allez-y, picousez-le à fond, parce qu'en plus, ça a un impact sur la motivation et sur la confiance en soi. Impliquez vos collaborateurs. Alors ça peut être, par exemple, chez Zappos, qui fabrique des chaussures, n'importe quel collaborateur peut distribuer un bonus de 50 $, payé par la boîte, hein, évidemment, s'il estime que un de ses collègues a incarné une valeur forte de l'entreprise. Ça permet d'éviter que ce soit une lubie RH, hein, la gratitude, ou alors un concept pondu dans les hautes sphères. Les impliquer, c'est aussi, par exemple, faire des ateliers en intelligence collective. Ça, c'est venu d'une personne qui a assisté à une de mes conférences et à la fin, elle m'a dit « Fais-moi un atelier de gratitude ». Alors on a monté ça et c'était génial parce que ça permet que ce soit les collaborateurs eux-mêmes qui décident comment ils veulent exprimer la gratitude entre eux, envers le client, puis pourquoi pas à leur hiérarchie, hein, on peut rêver. Enfin, distiller la gratitude au quotidien. Moi, j'appelle ça des shots. Open bar. Essayez de distiller la gratitude, allez, au moins une fois par jour. Une étude récente a montré que lorsqu'on exprime la gratitude régulièrement dans une boîte, il y a une meilleure coopération, un meilleur engagement et une performance globale accrue. Alors allez-y à fond, pareil. Alors tout à l'heure, je parlais de shoot, maintenant de shot. Vous allez dire, mais quel junkie celle-là? Mais oui, je l'assume complètement. Il n'y a que des effets secondaires positifs désirables. Alors, quelle que soit la forme, faites-en une habitude. Et puis, à l'heure où on a peur que l'IA remplace tout, ça vous procure des kiffs, là, de l'hormone du lien que la machine ne remplacera jamais. La gratitude, c'est une valeur refuge. C'est de l'or en barre. La gratitude, elle fait rester les gens. Parce que le turnover, il ne se combat pas avec des tournois de baby-foot, hein, mais avec des merci qui ont du sens. Et si on ne la ritualise pas, dès que la situation se tend, elle passe à la trappe, alors que ça devrait être une priorité. La gratitude, c'est pas juste sympa, hein, c'est stratégique. Et puis,
C'est un muscle collectif. Plus on l'entraîne, plus il est fort. Et c'est un état d'esprit, c'est une attitude. On peut la programmer. Ça s'appelle programmer son mindset. Ah, je me suis fait un petit kiff à la Cité de la Peur. Ça vous dit de programmer votre mindset? Alors pour ça, je vais revenir sur le SAR. Le SAR, le système d'activation réticulaire. J'insiste, hein, ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction, Gilbert l'univers ou je sais pas quoi. Hein. On a tous un SAR, puisqu'on a tous un cerveau. Ouais, même toi, Adolphe. Non, oui, j'ai dit Adolphe parce que avant j'utilisais des prénoms lambda, enfin normaux quoi, genre Kevin, Micheline, Huguette. Puis on est venu me voir en me disant tu devrais éviter les prénoms parce que tu sais les gens après ils peuvent se vexer. Ah oui, ils sont susceptibles, hein. Alors je me suis dit, quel prénom n'est jamais donné? Il y a quelqu'un qui s'appelle Adolphe ici? Bon, tu vois. Bref, je m'égare, Edgar, revenons au SAR. En fait, le SAR, c'est un peu comme un GPS. Si tu le programmes bien. Vous êtes arrivé à destination. Vous avez conduit comme un pro. Merci. Mais si tu le programmes mal. D'après mes calculs, vous êtes complètement paumé. Ou encore. Votre itinéraire s'annonce chaotique. Démerdez-vous. Exemple. Florence est manager dans une boîte d'événementiel. Alors elle arrive le matin, elle s'est déjà tapé les bouchons, premier mail, mauvaise nouvelle, et puis elle a un collègue qui passe sa tête dans le bureau et qui lui dit que Martine a encore fait une bourde. Alors elle lève les yeux au ciel et elle se dit « Je sens que cette journée va être nulle !» Eh bien, elle a raison, Florence. Parce qu'inconsciemment, elle vient de brancher son SAR sur deux choses. Sur tout ce qui va lui montrer que la journée est nulle et sur les bourdes de Martine. Donc, son SAR, hein, il est bête et discipliné, il scanne. Et à la fin, Florence, elle a ce que j'appelle le syndrome. Ah oui, comme d'habitude, elle a galéré toute la journée, comme d'habitude, elle est rentrée frustrée, comme d'habitude, elle a boulotté son steak haché purée, a ruminé. Ah, je le savais, je le sentais. Mais tu parles, Charles, que tu le savais, tu l'as programmé. C'est pas un coup du sort, c'est un coup du SAR. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que le SAR, on peut le programmer pour autre chose que de voir les bourdes de Martine. Et là, j'ai envie de vous citer un petit jeune qui débute dans la conférence. Je crois que vous en entendrez parler bientôt. Il s'appelle, retenez son nom, Philippe Gabillet. Philippe, un jour, il m'a dit, dans la vie, il y a les rêves qu'on fait quand on dort et il y a les rêves qui nous maintiennent éveillés. Et ceux-là sont un formidable levier de performance. J'en profite pour exprimer toute ma gratitude à Philippe de nous faire l'honneur de partager la scène avec nous ce soir. Ça vous dit de passer du rêve à la réalité? D'apprendre à programmer votre SAR, hein, depuis le temps que je vous en parle, hein? J'arrive. Ta ta da ta 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 da 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 da. Bon, vous avez deviné, hein? Bah oui, bien sûr, la France championne du monde. Tout le monde se rappelle exactement où il était cette fameuse nuit, hein? Je veux pas savoir. Et même ceux qui n'étaient pas nés croient s'en souvenir, tellement c'est dans l'inconscient collectif. Parce que les Bleus, ils n'ont pas juste engagé leurs jambes, hein, ils ont programmé leur SAR, ils ont eu l'imbattable attitude. Et je vais aujourd'hui vous donner la méthode pour passer du rêve à la réalité. Et ça s'appelle le rêve. Alors dans le rêve, il y a d'abord un résultat. Définissez précisément quel résultat vous voulez obtenir. On va le faire là tout de suite. Prenez un résultat que vous aimeriez obtenir. Les Bleus, c'était champion du monde. Point final, clair, net et précis. Ensuite, dans le rêve, il y a l'énergie. Les Bleus, ils ne sont pas contentés de balancer leur demande à l'univers et puis attendre dans le canapé à boulotter des tucs au jambon. Hein. Non, ils sont entraînés comme des fous malades. Faisons pareil. Mettons-y toute notre énergie. Ensuite, dans le rêve, il y a la visualisation. C'est pas un truc de perché, hein.
D'après les neurosciences, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fortement imaginé et ce qui est réellement vécu. Les Bleus, ils le savaient, ça. Ils se sont vus en train de brandir la Coupe du Monde à bout de bras. D'ailleurs, ce moment, ils l'avaient vécu des dizaines, des centaines de fois. Ici, là, ils étaient déjà champions du monde. Alors faites pareil, visualisez votre résultat avec le plus de détails possible. Et attention, parce qu'il y a un ingrédient qu'on oublie tout le temps dans la visualisation. Ce sont les émotions. Vous vous rappelez du ratio, hein, le chihuahua, l'hippopotame, bien plus puissante que les pensées. Donc, ressentons à l'avance les émotions qui vont nous galvaniser quand on va sabrer le champagne pour fêter notre victoire. Alors, peut-être que vous allez me rétorquer « Oui, oh, bah, t'es gentil Céline, mais enfin les Brésiliens aussi, hein, ils se sont vus en train de sabrer le champagne. Puis ça n'a même pas marché. » Bah, normal, ils étaient dégueulasses leur champagne. Plus sérieusement, ça marche pas à tous les coups, mais si on le fait pas, c'est sûr, ça marche pas. Ce qui fait la différence, c'est l'intensité. Pourquoi vous croyez que j'ai pris cet exemple des Bleus, hein, qui est vieux comme mes robes? Parce qu'ils ont eu l'imbattable attitude. Mais pas juste l'équipe, hein. Ils avaient 60 millions de cœurs derrière eux. Alors, nous, on n'est pas 60 millions, hein, mais il y a quand même un petit paquet, là, et je vous propose qu'on le vive, ça. On va faire l'expérience. On va diviser la salle en deux, ok? Et donc, vous allez vous brancher sur le résultat, hein, que vous rêvez d'obtenir. Et vous allez ressentir la gratitude, la joie, l'extase, comme si c'était déjà là. Et vous, moitié là, vous allez les applaudir. Mais alors, faut qu'on vous entende jusqu'à Bercy, jusqu'à Rungis, où vous voulez. Mais vraiment fort, hein, ok? Et après, on inverse. C'est vous qui les applaudirez, ok? Alors, à 3, hein, on coupe ici. Vous kiffez, vous donnez. Allez, 1, 2, 3. Vous êtes extraordinaire. Allez, maintenant, vous avez tellement donné, c'est à vous de recevoir. Donc vous, pareil, hein, à 3, vous les applaudissez, mais alors comme des fous, et vous kiffez, vous prenez, vous savourez. Allez, 1, 2, 3. Allez, kiffez. Merci. Alors, ça booste, hein? Et ben voilà, vous venez de programmer l'imbattable attitude en direct live. Donc il n'y a plus qu'à faire grandir ces émotions, vous y connecter et laisser le SAR agir. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être des champions, hein, parce qu'en fait, on est tous des champions de nous-mêmes. Hein. Qui s'est jamais dit oh, « ça j'en rêve » et waouh, ben, c'est arrivé. Hein. Ce talent rare qui rejoint nos équipes, cette idée griffonnée sur un coin de table et qui fait un carton. Nous avions programmé notre SAR sans le savoir. Mais quand on le programme avec la méthode rêve, résultat, énergie, visualisation, émotion, alors on crée les conditions pour que ça se matérialise dans la réalité. Alors, on va bientôt se quitter. Et vous oublierez certainement mon nom à rallonge. Peut-être que si j'avais été ministre... Jamais. Mais je suis pas ministre et je suis pleine de gratitude. Pas parce que je suis pas ministre, hein. Non, non. Je suis pleine de gratitude pour les personnes qui m'ont forcée à tenir mon rang. Et puis aussi pour les personnes qui m'ont aidée à en sortir. Parce que, vous le savez, petite, je rêvais d'être sur scène. Et aujourd'hui, bah c'est encore mieux. Parce que je ne déclame pas les textes d'un autre, je vous partage mes propres convictions. Et j'aimerais que vous repartiez avec une. Nous avons toujours le choix. Le choix de porter notre attention sur ce qui va mal. Et alors là, syndrome Claude François garanti. Et le choix de porter notre attention sur ce qui va bien, sur ce qui rassure. Et c'est pas se voiler la face, hein. C'est choisir là où on veut mettre son énergie. C'est bon pour soi, bien sûr, mais pas que. C'est bon pour l'équipe. Parce que si on peut
tous là, à travers ce qu'on a entre les deux oreilles, elles sont là les oreilles, mais voilà, notre cerveau, si on peut orienter notre vie grâce à notre cerveau. Imaginez si on synchronise nos cerveaux, si on les fait travailler ensemble. Freud parlait d'inconscient collectif. Et s'il existait un SAR collectif? SAR collectif réduit, ça fait Sarko. Pas du tout lui dont je voulais vous parler en ce moment. Hein. Non, non, non. J'avais prévu un philosophe, un vrai. Attention, vous êtes prêts? Eh oui. Coluche, il a dit, l'esprit d'équipe, c'est des gars, ils ont un esprit, ils ont une équipe, alors ils partagent. Mais il avait raison, Coluche, parce que si chacun d'entre nous oriente son attention dans la même direction, vers ce qui unit plutôt que ce qui divise, vers le positif plutôt que le négatif, alors le SAR collectif se met en marche. Et c'est contagieux. Ça crée une dynamique fractale. Ça se diffuse, ça se duplique, ça se renforce. Et il y a deux lois qui sont garantes d'un SAR bien programmé. La responsabilité et la gratitude. Alors non, on ne sera toujours pas Zidane, Petit ou Deschamps, mais on s'en fout. Parce que nous sommes tous le sélectionneur de notre SAR intérieur. Et nous pouvons ensemble activer celui du collectif. Alors, si vous en doutez, si vous voulez savoir comment ça marche, ou si vous voulez savoir quoi faire des réfractaires, parlons-en. Parce que seul un individu peut générer une vague, mais ensemble, un collectif bien programmé, avec un SAR bien aligné, alors là, mes amis, on passe de la vague au raz de marée.